merci mesdames, messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Nous faisons un point de presse dans l'objectif de vous tenir informés de nos intentions après le vote de l'ordonnance sur le Code du travail et de vous informer de ce que nous allons faire essentiellement la semaine prochaine, quoique cette semaine il y ait deux textes qui nous importent qui passent, l'un sur la santé et l'autre sur l'environnement. Mais la semaine prochaine arrive le texte de loi dit de moralisation, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Oui, bon, en Toulouse, voilà. Faux semblant et fumigène. Bon, donc je commence par l'affaire Code du travail. Comme vous le savez, nous avons inauguré une méthode particulière à la tribune et dans la rue dans le moment de discussion de l'ordonnance. On estime qu'on a eu de beaux succès parce que c'était des exercices un peu improvisés puisqu'il fallait tout faire en même temps et en plein mois de juillet. Mais enfin, l'appel du 12 juillet était bien entendu, il y a eu une centaine de points de rassemblement et nous pensons que le cœur, je ne vais pas dire que c'était non plus des rassemblements de millions de personnes, le cœur de ceux qui nous ont accompagnés dans les campagnes électorales se sont impliqués, mobilisés, nous avons de nombreux retours sur nos interventions à la tribune. Ceci se complète du fait que nous participerons bien sûr à la mobilisation pour la manifestation du 12 septembre autour de Sud et la CGT. Et hier soir, j'ai proposé qu'il y ait une mobilisation populaire le 23 septembre. Elle porterait à la fois sur la loi travail, mais aussi sur le fait qu'à partir du 20 entrerait en application le CETA, accord de libre-échange avec le Canada, qui entrera en vigueur alors même qu'aucun Parlement ne l'a voté, et du fait que les gouvernements consentent à ce qu'il entre en vigueur alors qu'il n'y a pas eu de vote. Donc on se trouve dans une ambiance très particulière pour nous en ce qui concerne les droits fondamentaux, droits environnementaux, c'est le cas particulièrement du CETA, droit démocratique, c'est le cas des ordonnances, droit social, c'est le cas de la remise en cause de l'ordonnance. C'est la raison pour laquelle on a mis ce rassemblement du 23 septembre sous le label contre le coup d'État social, dans la mesure où les mesures de passage en force se multiplient sous nos yeux et que nous voulons montrer à nos compatriotes l'unité de méthode et d'intention qui s'exprime dans cette circonstance. Ça, c'est pour le 23. J'attire votre attention sur le fait que le 23 est un samedi. Notre idée est que, naturellement, nous n'avons pas l'intention d'être, si peu que ce soit, en compétition avec l'activité syndicale, parce que ce sont en effet les syndicats qui font le travail dans les entreprises auprès des salariés. Mais nous pensons que si bien CETA que ordonnance droit du travail concerne toute la population, y compris celle qui n'est pas en entreprise parce qu'elle chôme, parce qu'elle est à la retraite ou parce qu'elle est en formation. Donc, à cette occasion, nous délimitons notre espace spécifique, celui du mouvement La France Insoumise, qui a vocation à être le mouvement politique exprimant ces milieux sociaux amples et vastes que je viens de nommer. Entre ces initiatives et l'instant auquel je vous parle, nous prenons une autre initiative. Nous sommes allés voir le groupe GDR pour échanger avec lui et nous agirons donc de concert. Nous voulons déposer un recours devant le Conseil constitutionnel sur les ordonnances. Plusieurs aspects en effet, soit parce que c'est trop vague et le Conseil censure quand on vote un texte trop vague, et il y en a quand même quelques beaux morceaux dans l'ordonnance. Je pourrais évoquer notamment l'article qui prévoit de réécrire tout le Code du travail, sans autre précision et sans garantie, ou bien celui qui plafonne les indemnités prud'homales, parce que alors ça n'a aucune chance de passer devant le Conseil constitutionnel, puisque ça a limité la capacité du juge à évaluer le dommage causé. Alors ça ne marche pas, ça ne marche jamais nulle part, et en effet c'est absolument contraire à l'idée même d'une justice qui n'est pas une justice plafond-plancher, automatique du type de celle qu'avait rêvé M. Sarkozy, qui s'est lui-même brisé les dents sur le même sujet. Bref, un recours devant le Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, on aura la confirmation, mais pour l'instant, ça se présente bien. Le groupe GDR va en parler tout à l'heure, et donc c'est conjointement que nous ferons cette proposition. Alors évidemment, quand on ajoute 16 d'un côté, 17 de l'autre, ça fait 33, ça ne fait pas 60. Donc nous interpellerons
le groupe socialiste, qui s'appelle maintenant Nouvelle Gauche, puisqu'il est plus socialiste, je suppose. Alors il s'appelle Nouvelle Gauche, mais ils sont 32. Donc 32 plus 33, en principe, on y arrive. Si nous ferons la même démarche auprès des non-inscrits autonomistes corses, et donc on devrait avoir le nombre suffisant pour déposer ce recours. Tout va dépendre évidemment de la façon avec laquelle le groupe socialiste va régler le problème qui lui est posé depuis le début, puisque comme vous le savez, 5 ont voté contre la confiance, 3 ont voté pour, et tout le reste s'est abstenu. On en était là lorsqu'on a entendu dire que le PS était dans l'opposition, et là-dessus il y a eu le vote sur les ordonnances. Et nous avons en effet compté 14 votes Nouvelle Gauche contre les ordonnances. Mais de 14 à 32, vous voyez qu'il y a une marge, et les autres ne sont pas venus, tout simplement. Ce qui n'est pas un très bon signe pour nous. Que vont-ils faire et combien d'entre eux accepteront de signer le recours devant le Conseil constitutionnel? Voilà, ça c'est pour la partie ordonnance. On a pensé que ça valait la peine qu'on vous raconte tout ça et qu'on vous dise quel est notre plan de marche. Voilà pour ordonnance. Ensuite, la semaine prochaine arrive la loi qui autrefois s'appelait loi de moralisation de la vie publique ou politique ou je ne sais pas quoi. Bon, qui est une trouvaille que M. Bayrou avait amenée sur les genoux de M. Macron dans la campagne à un moment de très grande émotion et de grand trouble en raison des costumes de M. Fillon et des emplois de sa famille. C'était un moment particulier de la campagne qui s'est transformé en une idée de projet de loi qui a une caractéristique, c'est que de tomber particulièrement mal dans un contexte particulièrement curieux, puisque bon, nous sommes en pleine crise d'autoritarisme, en pleine crise de surenchère de la part du chef de l'État qui veut réduire le nombre de parlementaires, réduire le nombre d'élus locaux, bref, tout ça semble bizarre, une ambiance où on dirait que c'est les élus qui sont de trop, qui sont coupables de tous les maux de la terre. Alors, nous avons décidé de nous orienter dans ce débat de la façon suivante. Bien sûr, tout ce qui concourra à exercer les contrôles indispensables pour que le statut d'élu ne donne pas lieu à la prévarication ou à quelque autre forme de turpitude sera le bienvenu. Mais nous ne nous laisserons pas attraper. D'abord par l'ambiance générale. Non, ce n'est pas vrai. Les problèmes de la démocratie en France ne sont pas posés par le mauvais fonctionnement de ceux qui sont élus, qui comportent la dose habituelle, normale et usuelle de gens qui abusent, comme dans tous les métiers, y compris le vôtre. Non, ce n'est pas ça la cause essentielle. La cause essentielle, c'est le rôle corrupteur de l'argent, la toute-puissance de la finance et sa domination sur la société. Alors, puisque l'occasion nous est donnée, nous allons donc intervenir très fort dans cette direction. D'abord en mettant en garde contre la démagogie et que d'autres qualifieraient de populiste, de cette manière de montrer du doigt sans cesse les assemblées d'élus. Deuxièmement, en acceptant et en prolongeant toutes les initiatives qui permettent de bien s'assurer du comportement des élus. Mais surtout, troisièmement, en rendant en toutes circonstances le peuple juge, et enfin, en prenant les dispositions pour faire en sorte que les puissances d'argent soient tenues en respect. Car s'il faut moraliser la vie politique, alors c'est l'ensemble, ou toutes les institutions représentatives, c'est l'ensemble de ceux qui y concourent qui doivent avoir un comportement moral. Nous allons donc faire de ce débat l'occasion non pas de nous flétrir nous-mêmes, de nous auto-flageller, mais de montrer du doigt que s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs et que c'est surtout ceux-là qui sont en cause. Et quand je dis corrupteurs, je n'entends pas seulement les gens qui achètent éventuellement des personnes, mais tout ce qui, par un comportement personnel, des salaires indécents, des augmentations non maîtrisées, des écarts de salaires blessants, etc., concourent à déséquilibrer la société. Voilà. Moi, je ne vais pas être plus long. Ce sont nos amis de la commission des lois qui mèneront ce débat. Alors, c'est-à-dire Daniel Obono et Hugo Bernalicis, qui seront cette fois-ci épaulés par quelqu'un qui vient de la commission de la défense, qui est Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis. Oui, de Seine-Saint-Denis, voilà. Alors, c'est à lui que je vais donner la parole maintenant, et puis évidemment, il est à votre disposition pour répondre aux questions qu'éventuellement
vous auriez à nous poser. Bastien, vas-y. Oui, merci. Donc Jean-Luc Mélenchon l'a bien dit, hein. L'objectif, c'est de cibler cette finance reine, cette finance qui, à coup de millions et à coup d'injustice, détruit le lien social, détruit la confiance qui existe dans notre pays. Donc c'est ces conséquences-là qu'il faut abolir, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec le pantouflage. Il faut que les membres des conseils d'administration des sociétés commerciales doivent également présenter un casier judiciaire vierge, de la même manière que les élus le doivent. Il faut restaurer la vertu dans la société, c'est-à-dire qu'il faut limiter les écarts de salaire de 1 à 20. Il faut mettre en place une fiscalité différentielle pour aller chercher l'argent des exilés fiscaux. Il faut également renforcer la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires. Voilà des exemples de mesures que nous allons porter dans cette bataille législative, mais également, si l'on veut rendre la confiance dans le politique auprès des citoyens, il faut renforcer leur rôle, il faut renforcer leur pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut que les présidents, que les députés, que les sénateurs, que l'ensemble des élus soient révocables devant les citoyens. Donc il faut instaurer un référendum révocatoire, rendre le pouvoir au peuple de juger ces élus avant la fin de leur mandat et donc pousser les élus à respecter leurs promesses électorales. Il faut que les référendums d'initiative populaire soient plus nombreux, que les capacités d'action des citoyens pour obtenir ces référendums d'initiative populaire soient plus faciles à obtenir. Et enfin, il faut que les citoyens puissent directement proposer des lois et ne pas se satisfaire du référendum d'initiative parlementaire qui a été mis en place par Sarkozy, qui a fait la preuve de son efficacité vu qu'aucune proposition d'initiative parlementaire n'a vu le jour depuis la réforme de 2008. Voilà à peu près le panel des axes vers lesquels nous allons mener cette bataille. Allez. Sur le projet que vous avez de déposer un recours contre le Conseil constitutionnel, est-ce que sur la loi d'habilitation, ça va être simple, j'allais dire au sens où elle est par nature floue, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de poser sur la loi de ratification? Si ce recours-là n'aboutit pas, sans doute que c'est aussi ce qu'on fera. C'est pas simple, hein, en effet. Bah oui, parce que par nature, mais quand même, l'ordonnance n'est pas non plus une procédure politique qui abroge toutes les règles. Donc l'idée, c'est que même s'il s'agit d'une ordonnance, dans la mesure où le Parlement est conduit à voter, le Parlement, même pour une ordonnance, ne peut voter que des choses qui sont constitutionnellement acceptables. Le flou, l'imprécision est en général censuré par le Conseil constitutionnel et des dispositions explicitement formulées, comme celle qui concerne la barémisation des indemnités, des dommages et intérêts dans les conseils de prud'homme, sont des choses, là pour le coup, assez claires pour pouvoir être soumises à l'appréciation du juge constitutionnel. C'est l'idée qu'on s'en fait. Bon, on va voir. Hein. D'abord, est-ce qu'on va arriver à le déposer? Mais ça, je pars de l'idée que c'est fait, parce que sinon, il n'y a pas de discussion entre nous, le possible. Mais, en effet, vous avez raison, on va voir. Je crois, je ne sais pas si ce n'est pas une première. Vous avez vous-même mis en avant le fait que c'était faux, et vous n'avez pas justement dit dans votre premier propos, vous avez évoqué le problème du barème. Ouais. C'est facile d'être toqué sur le thème. Ouais. Mais bon, voilà, ça vaut la peine d'être tenté, surtout face à quelqu'un dont on voit bien, on a compris, à travers ses premiers pas, qu'il allait sans cesse essayer de faire passer les choses avec des méthodes, avec les outils disponibles dans la Constitution, parce que la Ve République est quand même, nous, à nos yeux, un modèle extrêmement autoritaire. On l'a appelé de manière autoritaire. Attendez, je m'explique. On l'a qualifié de monarchie présidentielle, comme ça c'est plus clair, qui donne un très grand pouvoir à un homme, le président de la République. Donc, comme on a compris à qui on avait affaire, on a intérêt à multiplier les occasions pour le juge constitutionnel de se prononcer sur la méthode utilisée par quelqu'un
par quelqu'un qui va toujours se situer sur cette limite. Et puis les juges constitutionnels, ils ne vivent pas sous cloche. Hein. Ils lisent les journaux comme vous et moi, ils regardent les émissions, ils sont capables de suivre un débat parlementaire, et je suis sûr qu'ils le font. Et plus d'un juriste a quand même été choqué de ce qu'on a vu pendant le débat sur les ordonnances. Parce que, bon, quand même, on peut quand même dire que c'est un peu choquant, même si on n'est pas de notre avis. Hein. Oui, autre chose, madame? Vous avez dit que vous vouliez interpeller la nouvelle gauche pour éventuellement constituer le groupe des 60. Ça veut dire quoi? Vous allez... Eh bien, on va aller les voir. Ah, voilà, on va leur dire, voilà, voilà un texte de recours devant le Conseil constitutionnel. Apparemment, vous êtes vous aussi contre cette ordonnance. On a écouté les arguments, peut-être que vous rejoignez les nôtres. Est-ce que vous êtes d'accord pour signer le recours? Vous parlez, vous allez vous voir... Ben, écoutez, je suis frappé de... Ça ne sert pas à grand-chose, il faut bien le dire, de parler. Mais quand même, il faut essayer de le faire. Prenons un exemple. Récemment, ici, j'avais été interpellé, je crois même à une conférence de presse ici même, sur le thème « Est-ce que vous parlez aux socialistes ?» Et j'avais répondu « Il y a un ticket d'entrée. C'est de voter contre le gouvernement. » Bon, bah, c'est une formule comme une autre, mais ça ne veut pas dire on ne parle pas. Ça veut dire on fait un pas. On fait un pas et on vous dit « Bon, si vous votez contre le gouvernement la confiance, bon, bah, on peut reparler. » Et donc mettre fin à la période précédente. Réponse, rien. Le vote qu'ils ont fait. Abstention, 5 avec nous, 3 avec les autres. Bon, moi je le prends comme une réponse politique, à moins que dans leur splendeur, leur centralité, leur importance, hein, ils considèrent que ce qu'on dit ne les concerne pas. Ce qui serait tout de même inouï de la part d'un petit groupe comme celui-ci, lorsqu'un grand comme le nôtre s'adresse à eux. Hein. Bon, je plaisante, mais c'est pour dire à la fin, ça finit par être vexant. Je vois par exemple dans l'interview qui a été donnée par M. Cambadélis à votre confrère du journal Le Monde, on lui dit « Est-ce qu'on peut encore parler quand on est socialiste ?» avec Mélenchon, parce que la France insoumise est ramenée à une personne suivant un procédé qu'on connaît bien. Donc on suppose que la question contenait une réponse. Mais c'est la réponse qui est extraordinaire. M. Cambadélis dit « Ça va être difficile », ce qui évoque un moment où c'était facile, sans doute, parce qu'il est parti dans une dérive gauchiste autoritaire. Alors nous sommes en grande expectative sur mon gauchisme autoritariste et un populisme échevelé. Donc je me recoiffe et je reste... Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Votre collègue, pour une raison absolument mystérieuse, ne lui a pas demandé quelle était la réponse à ma question, qui était de dire le dialogue reprend si vous votez contre le gouvernement. Ça c'est de la politique, pardon de vous dire, c'est même pas très neuf, hein. C'est une méthode assez traditionnelle. Il y a deux personnes qui se parlent, il y en a une qui dit qu'il y a une condition pour se parler. C'est du super classique. Personne ne leur pose la question. Je leur repose la question. Oui, mais là, ils l'ont pris pas le ticket. Eh bien, les en voir, on va venir les voir. Déjà, il y en a 18 qui ont disparu au passage, là. C'est quand même quelque chose, ça s'appelait Parti Socialiste, cette histoire-là, avant. Dans Socialiste, il y a social. Concrètement, ça veut dire quoi? Attendez, dans Socialiste, il y a social. Donc ça les intéresse, ces questions sociales. Au moment où on change tout le code du travail, il y en a la moitié qui fiche le camp et qui n'a pas voté. C'est un problème, et c'est leur problème, pas le nôtre. Donc nous, on vient sur le texte constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'on est filles et garçons de bonne compagnie. Et on leur dit, bah là, il y a quand même un rude coup qui est porté aux travailleurs. Est-ce qu'on va voir le juge constitutionnel? Voilà, on va voir ce qu'ils nous répondent. Mais je me suis permis de faire cette digression par rapport à une interview, parce que je trouve extraordinaire que quand on pose des actes politiques, c'est comme si rien ne se passait. Et on continue à écouter la musique, le piano mécanique de la rue de Solferino, qui continue à débiter je sais pas, son machin, comme s'ils étaient seuls au monde, et comme si tout le monde était pendu à leur basque pour recevoir des prix d'excellence ou des belles images, parce qu'on a bien travaillé. C'est insupportable. On leur a posé une question. Ils sont avec le gouvernement ou contre? Voilà, premièrement, les preuves d'amour maintenant. En tout cas des preuves de dialogue. Ils n'ont pas voté contre la confiance, soit on en prend acte, il n'y en a que 5. Et maintenant, sur la loi travail, c'est quoi? Il y en a 14 qui ont voté contre. Très bien, déjà que ces 14-là signent le recours devant le Conseil constitutionnel, ça sera bien. Ça sera bien. Voilà ma réponse, j'espère qu'elle est claire. Vous n'en aurez pas assez dans ce cas-là. Si Ben justement, donc s'il n'y a pas de recours, ce sera de la faute des autres. Ah, Comment? Ah bah, de qui voulez-vous que ça soit la faute? Ce ne sera pas de nous, puisque nous on aura signé. Non, il va falloir qu'ils choisissent, majorité ou opposition.
Une autre question? Oui. Au niveau de la méthode, est-ce que vous allez les voir avec un texte déjà écrit de concert avec le groupe GDR ou est-ce que vous leur proposez de le rédiger conjointement? Non, on va aller avec un texte comme point de départ, qu'on aura préparé avec nos camarades du groupe GDR. Aujourd'hui, notre amie Caroline Fiat a été voir le groupe GDR. Quoi? Ben oui, je sais que tu es là. Caroline a été voir le groupe GDR pour mettre tout ça au point. Et puis on va venir avec quelque chose dans les mains. Après ils diront, bah non, ça va pas, ça on est pour, ça on est contre. La discussion sera complètement ouverte. On va pas faire un cas de blocage. Ce qu'on veut, c'est que la bataille continue et qu'on aille la mener sur tous les terrains où elle a réellement lieu. Nous estimons que sur le plan de la Constitution, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à transformer un code entier en donnant un blanc-seing à un gouvernement pour le changer en entier. Ça, c'est l'article 5 ou 4, je ne me rappelle plus lequel des deux, qui prévoit cette réécriture globale, en plus de l'inversion de la hiérarchie des normes. Peut-être que le Conseil constitutionnel, nous on pense que la hiérarchie des normes est dans la Constitution, notamment dans le bloc constitutionnel, et en particulier la Constitution de 46. Où c'est là qu'on pense que ce sont les choses les plus précises, forcément, puisque c'est à la sortie de la guerre, à la libération, ils étaient assez rigoureux sur ces questions. Donc, on va voir. Ça vaut la peine d'être tenté, il y a un débat principiel, vous comprenez, vous le savez bien, vous l'avez compris. Alors, on biaise, des fois, on fait des fumées de mots, mais c'est bien ça le fond de l'affaire. Quand le président de la République parle d'une république du contrat, bon, il invoque en tout autre monde juridique et de philosophie politique que ce qui est traditionnellement celui de la République française. Et hier, toute cette logorée sur les Girondins, bon, c'est très intéressant. Au passage, les Jacobins se font attribuer le bonapartisme, bon, qui est une vieille mode dans ce pays, mais en attendant, on sait bien de quoi on parle. On sait bien le fond de l'affaire. Hein. Et là, on a une forme de girondinisme autoritaire qui est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. Mais n'empêche, c'est bien ça qui est en cause. Et ça ne nous étonne pas. Parce que, comme tout ça se fait sur les modèles de patron, si j'ose dire, fournis par la Commission européenne, hein, la loi travail, elle a zéro originalité. Hein. C'est une recopiette de ce qu'a fait M. Schröder, c'est un recopiage de ce qui se passe en Espagne, c'est un recopiage de ce qui s'est passé en Italie. Ils n'ont rien inventé. Hein. Ils découpent, ils secouent, ils collent, et puis voilà, ça vous fait un texte. Bon. On n'est pas étonné, parce que la conception dominante en Europe, c'est pas la conception de la République, virgule, une et indivisible au sens législatif du terme. Hein. La loi la même pour tous partout, c'est la conception plutôt fédéraliste. Donc on sait de quoi il s'agit. Pour nous, c'est le démantèlement de la France, bon, on n'est pas d'accord. Mais c'est difficile de faire apparaître ces questions philosophiques. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat sur le Code du travail. C'était très difficile. Parce que chaque fois qu'on les mettait en avant, on en avait droit à une réplique que moi j'ai trouvé pauvre, qui est le sophisme, quoi. Pas vous, pas ça. Alors on disait, mais c'est la loi qui protège. Pas vous, comment? Vous n'avez jamais travaillé en entreprise privée? Bon, si, il y en a plein qui ont travaillé en une entreprise privée, dont votre serviteur. Mais c'était toujours dans le registre du sophisme. Personne n'a assumé dans le débat de dire, bah oui, écoutez, voilà, nous on est pour le contrat au-dessus de la loi, voilà, au point barre, c'est comme ça, et on vous explique pourquoi. Tous ces gens sont les exécuteurs testamentaires de François Hollande. Parce que le contrat plutôt que la loi, c'est dans une tribune de M. Hollande parue dans l'année 2012, ou était-ce un petit peu avant, 2011 ou 2012. Vous avez une tribune dans le journal Le Monde de François Hollande qui dit « Eh bien maintenant la négociation, le dialogue social, blablabla, efficace au plus près du terrain et toutes ces salades, doit déboucher sur des contrats, et ces contrats entre les organisations syndicales s'imposeront au gouvernement et aux assemblées. » C'est écrit en toutes lettres comme ça. C'est ce que vient de faire M. Macron. Voilà. Monsieur Hollande n'avait pas trop osé, il avait fait la loi El Khomri, c'était déjà beaucoup pour nous à avaler, on n'a d'ailleurs pas avalé, mais là, l'autre, il a été au bout, avec une force qui est quand même un événement politique. C'est pas parce que c'est l'été, qu'il n'y a plus personne, qu'il ne s'est pas passé un événement politique énorme. Voilà, hein, au moins aussi énorme que ce qui s'est passé avec De Villiers. Oui. Les syndicats semblent être plus mezza voce que vous là-dessus. Bon, je sais pas moi, je sais pas, on verra bien. Je crois qu'ils n'ont pas la même. Oui, il y a déjà un appel, t'as raison. Le 12.
Si, mais La CGT. M. Mailly semble trouver qu'il y a des éléments dans la hiérarchie des normes qui sont maintenus désormais, qu'il y a des avancées sur le reste des membres. ben, c'est pas notre analyse. Mais je vais aller au bout de ça, pour que l'on se comprenne bien. Les syndicats sont dans leur rôle. Les gens comme nous connaissent mieux que d'autres ce que c'est que d'être syndicaliste. Un syndicaliste, son intérêt numéro un, c'est d'évaluer correctement le rapport de force. Le texte et le rapport de force. Je pense qu'ils sont dans un moment un peu d'expectative, et je les comprends, parce qu'une élection présidentielle vient d'avoir lieu. Est-ce que cette élection traduit un nouveau rapport de force sociale? Quel est l'impact de ce que vous avez vu? Si vous avez suivi le débat, vous avez eu ce moment-là d'explosion incroyable, où ils sont tous mis à acclamer la dénonciation des syndicats. C'est un moment inouï, on n'a jamais vu ça. Mais avant, à droite, ils ne faisaient pas ça. Ils étaient plus modérés, pas une explosion de joie comme ça quand on dénonce les syndicats. Donc on a vécu un moment bizarre. Mais pour dire, les syndicats évaluent. Ils sont responsables et mandatés par des travailleurs, par des salariés en entreprise dans le cadre d'un rapport syndical. Donc ils ont leur champ. Nous, on a fait le choix, en tout cas à la France Insoumise, de jamais se mêler des stratégies syndicales. Jamais. On n'a pas d'avis sur les stratégies syndicales, et pour des raisons de base. Hein. Donc on n'en exprimera pas davantage, cette fois-ci, que toutes les autres. Mais nous estimons que dans tout débat, y compris débat sur le travail, il n'y a pas deux parties prenantes, patronat et syndicat, il y en a trois. Le syndicat, le patronat et la société tout entière. Et la société tout entière, son point de vue est représenté de manière différente et contradictoire par les partis politiques et les mouvements politiques et les élus. Donc, quoi que signent les syndicats, en dernière analyse jusqu'à présent, le moment venait toujours où on était saisi dans les assemblées de l'extension à tous les salariés de ce qui avait été adopté dans une branche, par extension les conventions collectives. Bon. Donc, en tout cas, je suis le seul qui a été élu dans une autre assemblée. Pour ma part, j'ai toujours donné mon point de vue, article par article, en considérant que ce n'est pas parce qu'ils avaient signé que j'étais automatiquement d'accord, quand bien même avais-je des amis qui avaient signé. Voilà. Donc là, c'est la même situation. Les syndicats évaluent à leur façon, ils ont leur responsabilité par rapport à un secteur bien précis de la société, les salariés organisés, ou organisés ou pas, les salariés en entreprise. Nous sentons une représentativité de la société d'une manière générale, et c'est en secret pour personne, les fractions de la société qui sont dans les quartiers. Je disais par ailleurs, aucun syndicat n'a approuvé ce projet de loi, et le premier syndicat, nous en déplaise, s'appelle la CGT. Donc de grâce, pas les syndicats ont une opinion plus mesurée, le premier syndicat est contre, et les autres ne sont pas pour. Non mais ils ne sont pas pour, même M. Mailly, à ma connaissance, n'a pas demandé cette loi, et n'approuve pas. Mais il est peut-être à l'heure actuelle pas aligné sur les positions de la... Pardon ? Il dit qu'il y a des avancées. Oui, d'accord, parce que lui comme nous, enfin du moins lui, et on va le réentendre au mois d'août, fin août et au mois de septembre, lorsqu'il connaîtra la réalité du texte. Mais ne faites pas dire à M. Mailly ce qu'il ne dit pas, parce qu'il y a une tonalité qui consiste à dire quasiment qu'il y aura une approbation des organisations syndicales. Moi j'écoute ce que dit attentivement M. Mailly, il n'approuve pas. Mais effectivement, il dit que peut-être on va voir, je ne reprends pas ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon. Mais les syndicats, à ma connaissance, le premier syndicat, quand on additionne le privé et le public, s'appelle la CGT, est hostile à tel point que même au mois de juillet, il juge bon d'appeler à la rentrée à une mobilisation. Je crois que la FSU aussi n'approuve pas, etc. Je sais pas. Donc on en est quand même... voilà. Sud, CGT Sud. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a, hormis la France Insoumise, une approbation du mouvement syndical. Je crois pas. Même la CFDT, par ailleurs, voit d'un mauvais œil, me semble-t-il, la fusion des différents IRP. C'est suffisamment fort pour le noter. Peut-être que la CFDT nous a habitués, des fois, à être plus accompagnants, ils sont hostiles. Donc je ne crois pas qu'on soit décalé par rapport à l'opinion du paysage syndical. Enfin, vous pensez que vous pouvez, de toute façon, quelle que soit la mobilisation des salariés, hein, on verra bien, vous pouvez, vous, de toute façon, mobiliser plus au niveau de la société? Non, pas plus. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a un rapport très, très intime entre le niveau de mobilisation des salariés et le niveau de mobilisation de la société. Parce que notre intérêt est que la mobilisation du 12 septembre fonctionne et qu'il y ait le plus de monde possible, parce que ça fera un entraînement, un encouragement à l'action. Si les gens, en général, ont l'impression que les syndicalistes n'y arrivent pas, ça ne va pas être un encouragement à l'action. Ce que nous allons faire, nous, c'est plutôt, je le vois, comme un élargissement du champ de la mobilisation. Hein.
c'est-à-dire dans des secteurs qui ne sont pas directement concernés ou impliqués par l'activité syndicale, simplement parce que les gens ne peuvent pas, soit ils sont étudiants, soit ils sont retraités, soit ils sont au chômage, etc. Mais il n'y a pas de découplage entre les deux à nos yeux. Hein. Mais j'ai envie de vous dire autre chose, c'est la première place qui résiste, l'offensive s'éteindra. Voilà. Pour l'instant, nous sommes... Enfin, je ne veux pas trop nous jeter de fleurs, mais bon, voilà, c'était le grain de sable qui n'était pas prévu, qu'on soit là. Qu'on soit là et qu'on commence à mobiliser des gens dans la rue, que nos amis, pendant tout le mois de juillet, vont faire le tour, en ce moment dans la phase des caravanes locales, c'est-à-dire à l'initiative des groupes de la France Insoumise. Et puis au mois d'août, on déclenche la caravane nationale. Et puis nous allons faire, à la fin certainement de nos journées à Marseille, nous allons faire, qui est une des plus belles villes du pays, sinon la plus belle comme vous le savez, même à côté Paris peut-être dans un doute. Mais donc on sera à Marseille. Et sans doute on fera aussi une marche, hein, quelque chose dans la ville. Donc si vous voulez, on ne laissera pas tomber, si peu que ce soit, les possibilités de mobilisation qui se présentent à nous. Mais quand on fait ça, on donne le coup de main aux copains dans les entreprises, parce que ça facilite leur boulot, pour mobiliser pour le 12. Tout ça, vous voyez, ça marche ensemble. Si le gars qui va, ou la fille qui est dans l'entreprise, dit « Ah oui, j'en ai entendu parler des élus dans la rue, l'autre jour on a vu à la place de la République », bah, ça aide. Vous voyez, il n'y a pas de... Pour nous, c'est pas de chose. Mais on voit bien un risque concours, j'en suis conscient. Hein. C'est de dire, bon, bah alors, personne n'est contre. C'est pas le cas. Hein. Mais je comprends que les syndicats soient prudents, et j'approuve leur prudence. Nous, on peut manifester d'autres formes d'audace, mais on est prudent aussi. Hein. Vous avez remarqué, je n'ai pas proposé de bloquer les trains, les aéroports, les routes, alors que ça le mériterait. Et rappelons quand même que dans la société, les premières enquêtes ne donnent pas une approbation majoritaire pour ce projet de loi, bien au contraire. Donc c'est quand même un contexte où le pouvoir n'a pas la légitimité. Il a beau dire que c'était indiqué dans son programme, ce qui n'était pas le cas, le contenu ne sera même pas connu avant septembre. Il n'y a pas aujourd'hui de légitimité, d'approbation majoritaire dans la société pour réformer dans ce sens-là le Code du travail. Donc c'est quand même ce contexte-là aussi qu'il faut rappeler, qu'il faut tenir compte. Il y a plutôt une opposition. Même chez les DRH, il y a eu un article dans Mediapart, une association professionnelle des DRH, qui montrait qu'ils étaient opposés à la fusion des instances représentatives du personnel parce qu'ils voyaient un intérêt à avoir des interlocuteurs identifiés, des gens spécialisés sur des domaines, notamment les CHSCT. Donc si on n'écoute pas cette société civile-là, qui doit-on écouter? Les DRH, c'était leur truc quand même. C'est bon? Autre chose? Oui, monsieur? Sur cette méthode que vous dites avoir inauguré de la tribune à la rue, le 12 juillet, vous dites qu'il y avait le cœur du mouvement, mais vous attendez à ce qu'il y ait une majorité justement qui se forme à partir de septembre autour de vos mobilisations, en complément avec les syndicats, c'était bien aussi, et vous voulez bien élargir ou même faire émerger une majorité contre le CETA, par exemple, ou... On essaye de toutes les façons possibles. Hein. On ne rejettera jamais aucun vote ou que ce soit qui aille dans notre sens. Quand la loi va revenir, elle va bien revenir. Hein. On verra à ce moment-là, peut-être que le prochain texte étant plus précis, on peut espérer que parmi les gens de la République En Marche, il y a des gens qui vont tout d'un coup se dire « Ah mais attends, c'est pour ça que j'ai voté, moi, c'est pas ça que je voulais ». On continuera donc à avoir la pratique qui est la nôtre, même s'il y a pu y avoir ici ou là des moments un peu piquants hein, dans le débat, notre façon de travailler est d'essayer de les convaincre. Donc peut-être que vous aurez remarqué, bon, de temps à autre, évidemment, il y a des effets de tribune qui sont inévitables, hein, mais d'une manière générale, l'idée c'est essayer de les convaincre, argumenter. On trouve que ça nous rend aussi plus performants auprès de l'opinion de procéder de cette manière-là. Vous ne satisferez pas, le 23 septembre, d'avoir simplement le cœur de vos mouvements non, déjà on ne satisferait pas, on est bien content s'ils sont là. Déjà c'est quand même les têtes dures qui tiennent tout sur leur dos. Hein. Mais bien sûr qu'il y aura plein de monde. Il y aura plein de monde parce que nous, on sait bien nous qu'on a subi un choc. On a eu l'élection présidentielle, bon, de notre côté à nous, beaucoup de gens, c'est quand même 7 millions de personnes. Beaucoup ont été déprimés de voir ça, en disant oh, je m'en fiche, allez hop. Bon, il y a eu des gens qui ont un peu toupiné et grogné. Après, les autres qui ont été en majorité, nos collègues de La République En Marche, ils ont été atteints de la même chose que le président de la République, quoi, l'ivresse des sommets. Alors, bon, voilà, mais ça ne durera pas parce que c'est des gens cultivés, sachants,
Je ne vais plus donner d'exemples de métiers dans leur rang, sinon après on va dire que je les méprise, mais pas du tout. C'était le contraire que j'ai voulu expliquer à propos de ce mathématicien, que je salue en tant que mathématicien avec tout le respect tout dû. Mais il y a plein de gens là-dedans qui vont se mettre à lire, qui vont discuter, qui vont parler, qui vont entendre des gens leur parler. Donc cette affaire va avancer. Ils ne seront pas dans le même état d'esprit à la rentrée qu'ils sont maintenant. Moi, je suis prêt à parier là-dessus. C'est bon, madame? Est-ce que vous allez voter, vous l'avez dit, mais plus précisément sur la loi sur la moralisation là. On voit ça mardi prochain. Mardi prochain ou lundi? Est-ce que quand même vous voteriez tout ce qui est moralisation des assistants parlementaires, par exemple? Oui, des choses comme ça, c'est pas un problème. Ouais. Vous feriez... Non, ce qu'on va faire, oui, il y aura des choses qu'on va voter. Par exemple, dans la loi organique, l'abrogation de la Cour de justice de la République. Bon, on va le voter, c'était dans notre programme. On ne va pas se mettre tout d'un coup à voter le contraire de ce qu'on a mis nous-mêmes. La fin des emplois familiaux, la fin de l'IRFM, la fin de la réserve parlementaire, vous voteriez tout ça? La fin de la réserve parlementaire. Tout ça, on est en train de peaufiner. Ce qu'on ne veut pas accepter, si vous voulez, il faut qu'on fasse. Nous, on sait qu'on doit faire attention. On ne veut pas que le débat reste enfermé là-dessus. Parce qu'on trouve qu'il y a une drôle d'ambiance. Donc, il faut qu'on fasse attention à pas aller dans les trucs démagos, aller sur les choses sérieuses et surtout arriver à amener le débat sur autre chose. C'est ça qu'on va essayer de faire. Ça dépend un peu de vous. Si vous vous intéressez à ce qu'on raconte sur les limitations de salaire, la guerre aux trafiquants, à ceux qui truandent les impôts, etc., bon bah ça fera débat. Et peut-être qu'il y aura un grand ricanement du genre gros malin qui était parti pour faire la chasse aux emplois familiaux et se retrouve à la fin à devoir se défendre des salaires des grands patrons. Hein, parce que c'est quand même ça qui risque de se passer. Donc là, on compte un peu sur le regard qui va être porté sur nous, mais vous vous rendez compte de la difficulté? Changer l'axe d'un débat en plein été, sans appui populaire. Il faut le faire. Hein. Donc, on va voir. Oui, quoi? Monsieur? Je ne sais pas si vous êtes au courant, on vient de l'apprendre par le Parisien. Très bon journal. Pardon? Il a été très bon le journal. Sur le code du travail. Parlementaire européen, apparemment l'enquête est élargie à vous. Est-ce que vous êtes au courant? À moi? Pourquoi? Je ne sais pas, on l'apprend un instant. Bon, ben, on verra quand on saura, si vous voulez bien. Vous pouvez le savoir, vous allez sur le site. Hein, Oui, c'est ça. regardez, ouais. Ah, c'est ça, vous avez utilisé... Ouais, non, c'est pas moi personnellement. Non, c'est impossible. Bah, vous me disiez vous-même, vous pouviez utiliser vos assistants parlementaires européens pour votre mobilisation et la défense de l'unité à Paris. Ça, c'est possible. Mais comme moi-même, je le rappelle, je ne veux pas réagir sur quelque chose que je ne connais pas, parce qu'après, ça fait des petites phrases en circulation, mais j'ai toujours dit que je n'ai jamais été élu fonctionnaire du Parlement européen. Et ce n'est pas parce que votre collègue, M. Quatremer, qui lui est un fonctionnaire du Parlement européen, me tape dessus à longueur d'année qu'on est obligé de suivre les mêmes rythmes. Moi, j'ai toujours été tribun du peuple, européen ou pas. Donc oui, moi, c'était mon cas. C'est ce qui m'a conduit, vous savez, à publier mes absences, mes présences, tout, quoi. Toute ma vie, y compris mes mensurations, pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un... Mais après, aucun de mes assistants n'a jamais exercé aucune responsabilité politique, ni à l'intérieur du parti de gauche, ni pour la France insoumise. Jamais aucun. De toute la période du Parlement européen. Donc je ne sais pas pourquoi on me cherche le doigt, je verrai. Parce que c'est ça qui est reproché à Mme Le Pen. Hein. Ben c'est ça, d'ailleurs vous aviez été assez compréhensible vis-à-vis de l'enquête. Ah bon? Bah, je me souviens pas, ça devait être un jour où j'étais bien aligné, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on va lever la séance. Enfin apparemment Mme Le Pen, vous semblez être d'accord avec elle sur la France... sur quoi? La France de Vichy, qui n'est pas à Vichy, enfin... Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Oui, mais vous avez bien dit la France n'est pas à Vichy. Ah mais ça c'est clair. Ben, c'est pas très original, hein. C'est la position traditionnelle des républicains français, qui est de considérer que la France est la République, c'est-à-dire le moment où le peuple est en état d'exprimer ses intentions, pas parce que la République d'une manière mythique, mais parce que c'est le moment où le peuple peut exprimer ses intentions. Au moment où a été organisée la rafle du Veldiv, c'était l'autorité de fait de Philippe Pétain et de son gouvernement et le pays était occupé, moitié par l'occupant, l'autre par les pétainistes. Donc le peuple français n'a jamais été sollicité, il n'a jamais voté les lois antisémites des pétainistes. Et la tradition qui unifiait dans un même discours les communistes, les gaullistes, et d'une manière générale tous ceux qui aiment la France, c'était que la France à ce moment-là, elle était à Londres ou elle était à Alger, elle n'était pas à Paris représentée par... les agents de la Gestapo, leurs complices, les collaborateurs et le reste. Et je mets en garde contre une manière
de s'exprimer de façon désinvolte qui conduit à rendre tous les Français responsables ou co-responsables de la collaboration. Il faut faire très attention. Enfin, c'est depuis 95, La France, quand on dit, pardon. C'est depuis 95. Non, madame, ça n'a pas été dit comme ça. Depuis 1995, on a reconnu la responsabilité de l'administration, etc. Mais la France, en tout cas, même si c'est depuis 1995, alors je vous renvoie à un discours que j'ai fait au nom du gouvernement français pour célébrer la mémoire des personnes raflées. Je l'ai fait au nom du gouvernement, et vous chercherez en vain une ligne qui dit autre chose que la dénonciation du mécanisme qui a conduit à ça et de la complicité de tous ceux qui y ont participé. Aussi bien objectivement en refusant, ils auraient dû refuser d'accomplir cette tâche. Toute une série de fonctionnaires n'auraient jamais dû accepter. Parce que dans le statut de la fonction publique, il y a aussi le fait que vous n'acceptez pas d'exécuter des ordres immoraux. Premièrement. Deuxièmement, il y a tous ceux qui n'ont rien dit ou rien fait, que je considère comme également coupables. Voilà. Cela, oui, il n'est pas question de nier la responsabilité des individus, des administrations, de tous ceux qui ont participé. Et la France, madame, c'est vous et moi. Moi, je n'ai jamais dénoncé personne, ni moi, ni mon père, ni mon grand-père. Et je ne vois pas pourquoi je serais assigné de force par M. Macron au camp des bourreaux.